Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la noblesse, de la beauté de la boulimie. C'est ce que j'ai mis dans le titre, pas pour faire de la provocation, mais parce que vraiment, il me semble très important de réhabiliter, de rehausser en fait la vision qu'on a de ce trouble alimentaire, qui est en fait très loin de l'image superficielle qui peut circuler de la fille en surpoids qui voudrait maigrir, ou de la fille mince qui voudrait absolument garder la ligne. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je fais une petite parenthèse juste pour rappeler qu'il y a trois quatre places là qui se sont réouvertes pour commencer un accompagnement avec moi et mon binôme Colette, qui va commencer dans quelques semaines, courant février, j'ai pas la date exactement. Si vous êtes intéressé, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire par message ou en m'appelant directement. Voilà, je ferme la parenthèse et je reprends. Donc cette vidéo, elle m'a été inspirée en fait parce qu'il y a une personne qui participait à un de mes accompagnements qui m'a dit un jour sa honte d'être boulimique. C'est pas la seule qui m'a parlé de ça, mais c'est à elle que je pense particulièrement pendant cette vidéo. Donc elle m'a dit sa honte d'être boulimique. Boulimique, c'était même devenu son identité, son étiquette, et puis à côté il y avait même l'autre étiquette de méprisable. Tout ça, évidemment, ça se jouait d'elle à elle, puisqu'autour d'elle, en fait, personne n'a jamais su qu'elle vivait ce qu'elle vivait. Mais elle me partageait ça, donc, selon elle, la boulimie, c'était une des addictions les plus dégradantes au monde, qu'on ne pouvait pas faire pire, qu'il n'y avait pas plus méprisable au niveau du regard de la société, des gens, en tout cas de ce qu'elle projetait. Pour elle, voilà, l'alcool, le cannabis, la cigarette, les médicaments, c'était des addictions qui sont plutôt bien reconnues par la société, mais le rapport à l'alimentation obsessionnelle, pour elle, c'était euh, la pire des hontes, quoi. Donc même d'imaginer que quelqu'un puisse être au courant de ce qu'elle vivait, c'était mortel. Elle disait qu'elle ne survivrait pas à ça. C'était ça qu'elle me partageait. Donc c'est pas la première fois en fait qu'on me partage de tels propos qui sont assez violents finalement en termes de jugement de valeur sur soi. Et je dois dire qu'à chaque fois que j'entends ça, alors évidemment ça éveille en moi une certaine, beaucoup même de compassion, de tristesse, mais en fait surtout je dirais que ça éveille un sentiment de quelque chose de profondément injuste. Injuste dans le sens de, de éloigner de la vérité. En tout cas, c'est ce que je perçois. Et en fait, c'est ce regard-là que je souhaite vous partager aujourd'hui, en espérant que ça puisse vraiment adoucir les jugements que vous portez sur vous-même, que ça puisse même vous faire sentir de l'intérieur toute cette beauté, en fait, toute cette noblesse, toute cette dignité que vous incarnez à 10 000%. Et selon moi, en fait, ce que vous portez est vraiment infiniment précieux, nécessaire et a énormément de valeur sur un chemin de vie, énormément de sens. Alors avant de rentrer dans pourquoi je vois tout ça dans la boulimie ou dans l'obsession alimentaire en général, moi j'aimerais bien éclaircir pourquoi il y a cette honte absolue. Alors je dirais que oui, effectivement, avec la boulimie, on peut se sentir en lien avec un monde sombre en soi, un monde qu'on peut juger comme tordu, un monde souterrain où vont être mélangés les pulsions, les désirs, où on peut avoir également une vision de son corps comme réduite à son stade animal, c'est-à-dire voilà, les instincts les plus bas, en tout cas ce qu'on juge comme les instincts les plus bas. Et puis peut-être aussi que l'acte de se remplir par la bouche, la muqueuse buccale, de se faire vomir, possiblement pour certaines, pour d'autres également, de prendre des laxatifs, tout ça dans l'inconscient, subconscient, conscient, peu importe, oui, peut-être que ça peut éveiller quelque chose en lien avec le scatologique en fait, et donc inspirer du dégoût, de la honte de soi en fait, comme si on était quelqu'un de grossier au fond, ou quelqu'un d'hyper vulgaire. Euh, pour ceux qui connaissent la symbolique de l'astrologie, je dirais qu'ici, dans cette vision-là, effectivement, il y a quelque chose qui peut, dans l'énergie, ressembler à l'énergie du scorpion. L'énergie du scorpion, c'est quoi? C'est ce lien avec ce monde justement sombre, caché, humide, tordu, souterrain. La symbolique du scorpion, c'est vraiment ces forces qu'on peut sentir au plus profond de soi-même, qui bataillent les unes avec les autres, comme s'il y avait une guerre intestine en soi. On est en lutte, voilà, avec nos désirs, nos besoins, nos insécurités, nos émotions cachées, qui sont en fait comme une énergie en combustion, comme si voilà, il y avait un feu en fait qui était là,
qui nous brûlait de l'intérieur, comme une implosion, un feu en circuit fermé en fait, qui nous brûle à l'intérieur, qui peut être relié aussi à beaucoup de stress, beaucoup de tension. Ce qui n'empêche pas qu'à la surface de la vie, on puisse être quelqu'un de solaire, ou en tout cas donner le change, être plutôt lumineux. Et puis la personne, c'est peut-être votre cas, peut, dans l'intimité de son être, chroniquement, se sentir en lien avec ce monde souterrain, bizarre, terrible, comme s'il y avait un monstre en fait dans son ventre. Voilà, il y a diverses sensations qui peuvent parler de ça. Ça peut être cette sensation de vide aspirant. Voilà, on va résumer ça, un mal-être étrange, voilà, qui nous habite. Le fait d'avoir d'un côté, de pouvoir donner le change d'un côté, puis de l'autre d'être en proie à ce monde assez sombre en soi-même, ça peut aussi éveiller ce qu'on va retrouver souvent chez les porteurs de TCA, c'est la sensation, le sentiment d'être une imposture en fait. La sensation de ne pas être complètement authentique, de tromper son monde, d'être dans un certain mensonge. Et ça va venir rajouter du mal-être au mal-être, comme si on était dissocié, comme si on était comme un extraterrestre finalement. Alors maintenant qu'on a fait le tour de tout ce qui peut de près ou de loin alimenter une vision dégradée de soi, si on regarde qu'à un niveau superficiel, effectivement, moi, je voudrais parler de tout ce qui se joue de beau, à mes yeux, et d'essentiel sur un chemin de vie, quand on est confronté à ça. Alors, toujours pour rester dans la symbolique du scorpion en astrologie, qu'est-ce qu'il amène, ce scorpion, en fait? Pourquoi le fait d'être en lien, même douloureux, hein, avec son monde intérieur caché et tortueux, pourquoi c'est beau, pourquoi c'est noble, pourquoi c'est précieux? Selon moi, tout simplement parce que tout ce qu'on juge là, sale, impur, dégradant à la surface de sa vie, ben c'est comme si c'était en fait, enfin, c'est pas comme si en fait, je perçois vraiment comme l'expression de votre être, de notre être le plus profond. Cet être le plus profond, je dirais que c'est votre joyau intérieur, c'est votre diamant, c'est votre je suis profond. Et sa manière de s'exprimer à vous va passer par là. Alors moi j'ai une image, j'aime bien prendre l'image de ce monde souterrain que j'ai décrit tout à l'heure, comme un chaudron quoi, qui chauffe, qui bouillonne et qui évidemment envoie des émanations à la surface de votre vie, donc qui va impacter votre vie. Ce chaudron, quelle est la flamme en fait qui chauffe, qui fait bouillir et qui fait tout ce remue-ménage là? Cette flamme, j'ai envie de dire, en fait, c'est vous-même. C'est votre moi le plus profond. Alors, chacun mettra les mots qu'il veut, le soi, le moi divin, le moi supérieur, le moi profond. Voilà. Il y a plein de mots pour dire ça. Moi, je vais dire, c'est vous, en fait. La flamme qui fait bouillir ce chaudron qui vous prend la tête au quotidien, c'est vous-même. C'est lui qui crée tout ce remue-ménage. Il y a un endroit en vous qui est profondément vous-même, qui est profondément en lien avec votre vérité intérieure, qui vous envoie tout simplement des messages pour vous dire quelque chose d'important. Donc les compulsions, le mal-être avec soi, le mal-être avec son corps, le mal-être avec les autres, cet inconfort chronique que vous ressentez, cette sensation de vide aussi parfois, cette énergie en combustion là à l'intérieur où on a l'impression qu'elle est en circuit fermé et qu'elle n'est pas mise à profit de ce qui vous ferait du bien, ça vient vous dire quoi? Ça vient vous dire, mais s'il te plaît, regarde-moi. En fait, je suis là, moi. J'étouffe, je ne vis pas. J'ai besoin de ton aide. En fait, j'ai besoin que tu me regardes. J'ai besoin de vivre. J'ai besoin peut-être que tu réajustes. En tout cas, j'ai besoin que tu me prennes en compte. J'ai besoin que tu te mettes en lien avec moi. Parce qu'en fait, moi, c'est toi. Donc la flamme qui agite là, toute cette, qui donne toute cette puissance à ce chaudron, ce monde intérieur à l'intérieur qui vous bouffe, en fait c'est vous-même. Et c'est ça qui est beau parce que ici, il y a votre intelligence la plus profonde et elle vous parle. C'est une chance, non, il y a quelque chose que moi je trouve très beau. Il y a un endroit en vous qui vous veut du bien. C'est pas là pour vous saboter, il n'est pas là pour vous faire du mal. Ça signifie qu'il y a un endroit en vous en fait de grande profondeur, de grande intelligence qui veut pour vous plus. Alors plus c'est pas le bon mot parce que ça donnerait une impression de hiérarchie, d'évolution comme ça. Je dirais que cet endroit en vous il veut mieux ou il veut plus vrai. Et cet endroit en vous
c'est un endroit qui est prêt à relever le challenge de la transformation et du réajustement. Ça ne veut pas dire que ça va se faire en 2 minutes et que ça va être facile, ni en 2 mois, ni en 3 semaines. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais cet endroit en vous, il est prêt. Moi, je trouve ça magnifique. Qu'on porte cette intelligence-là, qu'on porte ce garde-fou-là, c'est comme si c'était la partie royale de vous-même, en fait, qui vous fait sentir cette noirceur, qui vous active, en fait, qui active cette lutte au plus profond de vos viscères. Même si on a l'impression que c'est le mental qui nous met des bâtons dans les roues, qui nous pourrit la vie, en fait, le mental, lui, il fait un peu comme il peut, il essaie de trouver un sens à ça et surtout de vous faire survivre quelque part. Mais d'abord, il y a quelque chose de profondément viscéral, de profondément cellulaire. Donc, tout ça, tout ce que vous vivez à la surface, à un niveau superficiel, ça peut paraître effectivement moche, mais en fait, vous avez un messager en vous qui vous parle et qui vous parle encore. Il pourrait abandonner, mais en fait, lui, il veut vous pousser à bouger, à cheminer, à chercher. Là, je ne voudrais pas amorcer quelque chose qui soit de l'ordre de la culpabilité. Je dirais qu'au contraire, euh, c'est envoyé avec même beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Si on n'avait pas cet inconfort, si vous n'aviez pas cet inconfort, si vous n'aviez pas ce mal-être, comment vous pourriez savoir qu'en fait, peut-être, il y a des endroits en vous où vous faites fausse route? Comment vous pourriez savoir que vous vous embarquez dans des chemins un peu épineux? Encore une fois, il n'y a aucune notion de culpabilité derrière parce que bien souvent, on est juste en fait seulement dans des stratégies qu'on a mis en place pour survivre. Sauf qu'à un moment donné de notre vie, ces stratégies-là, elles sont plus adaptées. Ça coince, ça grince, c'est plus OK. Donc la question, c'est à quel moment on écoute vraiment ce qui est vivant en soi? À quel moment on comprend quels sont nos véritables besoins? À quel moment on commence à se réconcilier, à lâcher les armes contre nous? Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui se décide. Ce que vous pouvez juste décider, a priori, c'est de marcher sur ce chemin-là. Après, le reste, tout ce qui est de l'ordre des guérisons et du dénouement de tous ces nœuds qui vous entravent, ça se fera, ça se fait, mais ça ne se décide pas. C'est un cheminement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir ici. Mais c'est vrai que si tu n'as pas une épine dans ta chaise, sur ta chaise, comment tu peux savoir que tu n'es pas sur la bonne chaise en fait, ou que tu dois changer de chaise? Si tu ne sais pas que ça ne va pas, si tu ne peux pas ajuster ta vie à qui tu es véritablement et à tes véritables besoins, comment tu fais? Comment tu sais que tu dois mettre de la douceur là où il y en a besoin si tu ne sais pas là où il y en a besoin? Comment tu peux accepter de faire une pause quand tu as besoin de faire une pause si tu ne sais pas que tu as besoin de faire une pause? Comment tu peux prendre soin des endroits en toi qui ont un besoin absolu et vital de soins si tu ne sais pas quels sont les endroits qui ont un besoin de soins? Donc là, ce diamant qui fait bouillir votre chaudron, ce moi en fait profond qui vous parle, il vous donne des infos sur les endroits qui ont besoin de soins. Derrière, il y a beaucoup d'amour. En tout cas, moi, je perçois beaucoup d'amour. Et c'est pas quelque chose qui veut vous persécuter. C'est juste un endroit qui grince, qui coince et qui vous montre qu'il y a peut-être quelque chose à réajuster. Avec bienveillance, avec indulgence et avec compréhension que vous n'êtes pas coupable de ça. Je ne sais pas pour vous. Je ne sais pas si j'arrive à bien exprimer ce que je veux vous partager, mais moi je trouve ce processus de vie assez bluffant et assez magnifique. Il y a une intelligence à l'intérieur qui est porteuse de vérité, de liberté, de profondeur, qui nous dit qu'en fait, on ne peut pas négocier avec soi-même. Et cette intelligence-là, elle a décidé de ne pas vous lâcher, de ne pas vous abandonner, en vous disant, bah, voilà, il y a peut-être des endroits à réajuster. Moi, je trouve ça assez beau, comme s'il y avait un ange gardien à l'intérieur, en fait. Je trouve ça très noble. Est-ce qu'il y aurait une autre raison qui me pousserait à dire qu'en fait, il y a beaucoup de beauté et de noblesse dans le trouble boulimique, si je puis dire? Oui, parce que, alors, pour moi, mais aussi chez les personnes que j'accompagne, je peux souvent le voir, et je l'ai vécu pour moi, comme un trouble en lien avec un inconfort existentiel.
souvent, les personnes que j'accompagne en tout cas vont être des personnes qui se posent beaucoup de questions. On a tendance à se retourner dans tous les sens. Qui suis-je, quoi? Je suis qui? Je fais quoi? C'est vraiment la question de l'identité, du sens de la vie qui est posée bien souvent. Et ces questions, elles ne vous lâchent pas. Elles ne vous laissent pas dormir. Que vous vous les posiez consciemment en mots, là, comme je le fais, ou pas, souvent, il y a quand même une question identitaire forte qui est posée. C'est qui moi? Et qu'est-ce que je veux pour moi? De quoi j'ai besoin? Donc c'est vraiment un voyage existentiel et je dirais que là, on est dans les questionnements suprêmes, quoi. On est dans l'intelligence même. La vie, elle coule pas de source pour toi peut-être. C'est peut-être pas une évidence, c'est peut-être pas un long fleuve tranquille. Peut-être que j'accepte pas les choses telles qu'elles me sont données. Peut-être que les règles du jeu qu'on m'a données, j'arrive pas à vraiment les suivre. Donc derrière ça, derrière ces constats, ça demande quelque chose de très puissant, c'est de retrouver ses propres raisons d'être, de se réapproprier soi-même. C'est vraiment un processus de libération à tous les niveaux. Puis je dirais aussi que ça questionne le sentiment d'unité et de dissociation. L'unité et la dissociation, c'est quelque chose qui est souvent vécu, perçu douloureusement par les personnes qui souffrent d'obsession, de compulsion alimentaire. Il y a comme une recherche de l'unité, il y a comme une souffrance de se sentir comme éclaté à l'intérieur et on va jongler entre l'un et l'autre. Pour moi, là, on est dans le cœur, dans un des cœurs en tout cas, de l'expérience et du questionnement spirituel qu'on retrouve depuis la nuit des temps. Pour moi, là, il y a une porte d'entrée vers l'ouverture d'une conscience plus large que le seul point de vue matériel et physico-physique. Et je dirais que là, c'est somptueux, qu'il y a quelque chose qui est vraiment fort. Parce que là, pour moi, on touche au cœur du sens qu'on va choisir de donner à sa propre existence. Comment j'accueille mon existence? Comment je veux sentir cette existence en moi? Comment je vais la sentir au plus profond de mes cellules, au plus profond de mes pores? Là, pour moi, on est dans le mille, en fait. On est absolument au bon endroit du questionnement, quoi. C'est pour ça que je dis souvent que finalement, les porteurs de TCA, excusez-moi si ça vous choque, mais souvent je vous dis, les porteurs de TCA ont la chance d'être obligés par leur diamant intérieur, quelque part, de faire un job, de faire le job de vérité. Et en réalité, ça, tout le monde devrait le faire. Alors, ouais, peut-être que cette faille qui vous amène à vivre tout ça, peut-être, et même très certainement qu'elle est en lien avec une insécurité intérieure très forte, due à un vécu particulier, à une construction psychique particulière, à des blessures de l'âme profondes, à des violences que peut-être vous avez reçues. Parfois, on ne sait pas trop, on sent juste qu'il y a une hypersensibilité évidente, mais c'est un peu flou le pourquoi. Peu importe en fait. Ce qui est sûr, c'est qu'ici, dans cette faille, il y a un canal qui nous pousse dans le mille, qui nous met le doigt au bon endroit de notre individualité, mais j'ai envie de dire aussi au bon endroit du questionnement humain, enfin du questionnement, c'est pas vraiment un questionnement, mais de l'expérience en fait, humaine, à un point de vue individuel, mais aussi à un point de vue collectif. Et ça va nous amener à faire tout le chemin de construction, de reconstruction, ou de construction, de sécurité forte en soi. Sur quoi? Sur quel socle je me construis? Pourquoi c'est beau? Pourquoi c'est noble? Aussi parce que au niveau sociétal, je ne sais pas vous, mais moi j'avais l'impression d'incarner, de vivre dans mon corps en fait l'absurde de notre vie moderne occidentale. J'avais d'un côté des aspirations intérieures fortes, plutôt élevées en tout cas, et de l'autre, elles étaient noyées, elles étaient étouffées par tout ce qui m'était proposé à l'extérieur. En tout cas, c'est comme ça que je pouvais le percevoir à ce moment-là. Donc l'abondance, les excès, toute cette société de consommation, c'était comme si j'incarnais la contradiction de l'humanité occidentale, quoi. Donc la consommation outrance, le déni de la sagesse, le déni de l'esprit, le matérialisme, l'indécence suprême, l'irrespect des hommes entre eux, l'irrespect de l'humanité avec la nature. Tout ça, ça venait alimenter encore plus cette lutte que j'avais à l'intérieur de moi.
Mais en fait, derrière cette lutte, il y avait la flamme de mes aspirations spirituelles et humanistes. Et ça, vraiment, je le retrouve quasi systématiquement chez les personnes que j'accompagne. Je trouve ça très beau, très très beau, très noble. On dit d'ailleurs que les enfants occidentaux, ils sont de plus en plus insupportables, ils ne gèrent pas leur frustration, c'est des enfants gâtés, ils en ont tellement qu'ils en veulent plus, ils font des crises de nerfs régulièrement dans les magasins, etc. J'ai envie d'amener un regard un peu différent là-dessus. C'est surtout, je crois, que les enfants, il y a quelques années encore, quelques décennies encore, ou dans certaines parties du monde, n'avaient pas accès à tant de sollicitations sensorielles, à tant de propositions qui sont en fait des violences pour leur système nerveux. Même, je dirais, de la maltraitance. On est dans une société maltraitante pour les enfants et même pour tout être humain, quoi. Parce que cet excès de sollicitation, cet excès de proposition vient maltraiter justement le système nerveux et va à l'inverse finalement de leur besoin de sécurité et de stabilité qui est nécessaire pour une construction psychique stable et sécure. Donc oui, ils vont péter littéralement des câbles, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas faire face à ça. Alors nous, on est des adultes. A priori, on est, voilà, effectivement, on a un recul peut-être supplémentaire qu'on n'a pas les enfants, mais malgré tout, voilà, on est bien conditionné, on a appris, on est censé avoir appris à gérer nos pulsions, à gérer nos émotions. Bien souvent, on gère ça plutôt sous le capot, pour pas dire qu'on les met sous le tapis et qu'on les regarde pas tant que ça. Mais pourquoi nous, tout ça, toute cette réalité-là, elle ne nous ferait pas aussi péter des plombs, quoi? Pourquoi toutes ces contradictions, toute cette violence, parce que c'est en fait une certaine violence, ne nous ferait pas exploser non plus? Donc pour moi, oui, les phénomènes de compulsion alimentaire, pour certaines personnes, je ne sais pas si vous y retrouvez, mais ça amène aussi à se questionner sur nos sociétés, sur les valeurs de nos sociétés, les valeurs du milieu dans lequel on baigne en fait. Ça amène progressivement aussi peut-être à se positionner. Est-ce que là, dans ce monde-là, est-ce que ce qu'on me donne, est-ce que ça me convient? Ça peut donc nous amener à affiner, à ajuster notre posture, à cheminer, à maturer en fait dans toutes ces contradictions entre le côté instinctif, animal, matérialiste, la consommation à outrance, et puis de l'autre, ben voilà, les aspirations qui sont quand même souvent profondes et qu'on porte en nous très fort. Et ces aspirations, elles sont portées par notre moi et elles ne veulent pas nous abandonner. Et c'est précieux en fait parce que on ne peut pas négocier avec l'être. On ne peut pas négocier avec nous-mêmes. On ne peut pas s'abandonner. Tu ne peux pas t'abandonner à ça. Donc ça nous amène à faire des choix, parfois douloureux parce que ça grince. Je dis que je parle de faire des choix, mais en fait, c'est pas dans le sens du mental qui va décider, bon ben voilà, j'arrête de consommer ça ou j'arrête ci ou ça. Au contraire, je crois plutôt que ça va passer, que ça passe par une maturation profonde, corporelle, cellulaire, qui fait qu'à un moment, on affine de fait nos vies, nos choix, et que ça devient progressivement de plus en plus facile et fluide, parce qu'en fait, progressivement, on est de plus en plus en lien avec nous-mêmes, tout simplement. Donc, on est de plus en plus en capacité de nous nourrir nous-mêmes au bon endroit, pour justement nourrir ces aspirations intérieures. Et progressivement, oui, il y a quelque chose qui peut se redresser, se verticaliser en nous. Si on a appris, si on a cheminé pour se remettre en lien en fait avec ce diamant là intérieur qui nous parle en fait, qui nous parle. Et ça, encore une fois, ça ne se fait pas en 2 semaines, c'est un cheminement et il n'y a pas de souci, le cheminement il peut être long, il peut prendre son temps, c'est un voyage en fait, c'est vraiment un voyage, c'est une exploration et c'est ok, ça prend le temps qu'il faut. Et je ne suis pas sûre qu'il y ait un lieu d'arrivée, hein. On est toujours en chemin. Donc si vous vivez de l'obsession alimentaire, voyez comment ce que je dis dans cette vidéo vous parle. Et voyez aussi comment finalement on peut aborder la question des compulsions alimentaires par différentes portes d'entrée, que ça soit voilà, la porte d'entrée de la compréhension par l'insécurité intérieure, par
la problématique de société, par la porte d'entrée plutôt spirituelle, etc. Je dirais que peu importe, le dénominateur commun de toutes ces visions, c'est l'être. Il y a vraiment quelque chose en lien avec l'être, l'être profond. Donc si ça vous parle, je vous invite vraiment à sentir cette beauté quelque part que vous portez au plus profond de vos cellules et peut-être de vous mettre en lien à l'amour qu'il y a derrière tout ça. Puis je finirai en reprenant la symbolique de l'astrologie que j'ai abordée tout à l'heure. Peut-être que je vais vous apprendre quelque chose, ou peut-être pas, mais le scorpion, dans le zodiaque, il est relié à l'aigle et au phénix. En fait, le scorpion, s'il a bien fait son boulot, il est destiné à devenir aigle. Donc vous avez peut-être vu ça, vous allez peut-être le voir maintenant que vous le savez dans l'imagerie astrologique. Souvent, il y a un aigle ou il y a un phénix, et en fait, c'est le scorpion qui est évoqué à ce moment-là. Ça parle juste des différentes étapes du processus du scorpion. Donc le scorpion, c'est pas juste l'autodestruction, la mort et la victime de lui-même, c'est aussi en fait le courage et la puissance de l'aigle qui va être capable de regarder ses bas-fonds en fait avec un peu plus de distance et qui va progressivement transformer pour aller jusqu'au phénix qui est le symbole suprême de la renaissance à soi-même et de la libération. Donc on passe du scorpion qui tourne en rond un peu dans sa cave là dans le noir à l'aigle puis au phénix qui est tout là-haut là dans le ciel, léger, libre, plein de sagesse, de savoir et qui est capable de regarder le monde lui-même et aussi les autres avec une acuité très puissante. Donc le scorpion, il porte vraiment ça en germe, l'élévation, l'amour, la sagesse, la liberté et la connaissance de lui. Je ne sais pas si ça peut vous inspirer, mais moi je trouve ça très beau. Et c'est en toute humilité ce qu'on essaie de faire avec Colette dans les accompagnements qu'on propose. Et puis moi aussi, voilà, chacune on a nos activités propres. Il y a un endroit où on se rejoint, mais on fait aussi nos accompagnements chacune de notre côté. En tout cas, ce que je porte moi et ce que je porte aussi dans l'accompagnement conjoint avec Colette, c'est vraiment ce voyage-là, ce cheminement-là. Donc voilà, il y a une prochaine session là, qui commence dans quelques semaines, comme je le disais tout à l'heure. N'hésitez pas à nous contacter si ça vous intéresse. Et dans tous les cas, je vous souhaite, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré pour prendre de la hauteur, en fait, pour prendre la hauteur de l'aigle et vous sentir inspiré par toute cette puissance, par toute cette beauté, par toute cette royauté que vous portez en vous, qui est juste le déploiement de qui vous êtes. Merci pour cette écoute. Je vois que j'ai fait une vidéo assez longue. C'est pas ce qui est conseillé normalement. Bon, j'espère que vous aurez pu suivre jusqu'au bout. Je vous dis à très très vite et puis je vous souhaite une belle exploration.